avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 24 novembre 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. On dirait que je suis arrivé à la course. Ouais, non, c'est que t'es toujours à bout de souffle. C'est moi qui est arrivé à la course. Ah oui? Ah, nous sommes tous à la course. Mais non, on est tous relax, c'est samedi, c'est le fun. Et donc, bienvenue aux Geeks Contre-Attaque de cette semaine. Mon nom est Éric Lajoie et je serai accompagné tout d'abord de notre collaborateur occasionnel qui, de ce temps-ci, est là souvent. Comment ça, occasionnel? Ben, Tout le parce temps que- derrière les rideaux à tout contrôler. Philippe Jacques. Salut tout le monde. Salut. Son nom écrit, bien sûr, entre des 3 sets de parenthèses et Illuminati à la fin. Et les deux autres Original One, donc le trio d'origine, les premiers, qui ont parti le show, donc moi-même bien sûr, Simon Boucher en face de moi. Salut Mister. Oui, je suis enfin là. Ça va être plaisant. Ça va être plaisant. Je pense qu'on a des bonnes petites choses à discuter aujourd'hui. Oui, on va avoir des belles discussions. Puis c'est sûr qu'on sera pas besoin de s'épivarder sur la mort de quelqu'un en particulier pendant une demi-heure. Fait qu'on va avoir un peu plus de jeu, là. Tu sais, on va avoir plus de... Non? Il y a quand même des morts, là. Ah, toi, t'as tout le temps des morts. Et à la mise en onde, le nom moins mentionnable, Mikey G. Ah oui, celui qui se fait dire des cues tout à fait informels de placer des thèmes particuliers. En Alors, hypocrite dans une... Dans une phrase. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ok, Fait bon, que, ben... Mikey est capable d'en prendre des cues informels. Ah oui, oui. tout à fait. De toutes les formes et de toutes les senteurs. Ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les geektualités. Ah, c'est toute une intro de Q! Ouais, j'aime les cues à Mikey. Ouais, c'est ça. Ben oui, écoute, tabarnouche. Donc... Hey, ouais, c'est On est un... les premiers à faire ces blagues-là. Ah là, je suis suis sûr. sûr et certain. Ouais. Mais Les blagues c'est de Q. Parce qu'il y a beaucoup de Q dans notre émission, faut se l'avouer, Mais là. tantôt, Non, on non. parle de Q. J'ai une chance Ah ouais? on va jaser Ah, de ben Star oui, Trek. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, mais tantôt, on va parler de Q aussi, mais d'un autre Q. J'ai hâte. Je suis impatient. C'est bonne. Mais, oui. Donc, Philippe, ton Messieurs. cue était-il bon? Oui. Ok. ouais. Rubrique nécrologique. Oh, c'est un gros Q, ça. Oui. Un Q Q qui est lourd. qui Lourd s'en de va sens. aussi vers la science. C'est oui, La science l'anthropologie. OK, l'anthropologie. Donc, OK. Tout ça mélangé ensemble. Tout La ça mélangé. mort, l'anthropologie et la science. Science, mort, anthropologie, moi je vois de la nécromancie, là. Non. En tout cas, on le souhaite pas. Mais il s'est passé de quoi cette semaine d'assez particulier, ou peut-être la semaine dernière, je suis pas très certain. Bref, il y a une île, l'île North Sentinel, qui a reçu de la visite. Qu'est-ce que l'île North Sentinel? Ah Ça, oui. c'est une île isolée en plein cœur de l'océan Indien. Dans Oui. le coin des îles Fidji, je crois. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc, il y a une population, une tribu, genre, qui n'a pas de contact avec le monde moderne depuis 60 000 ans. depuis 60 000 Ben, ans. ils ont des contacts sporadiques. Plus Ou avec ou des moins. pêcheurs à distance, mais je sais que c'est pas... Non, mais, Non, les autorités indiennes mettent en garde Ok. tout le monde qui voudrait s'approcher de ces îles-là, qui sont vraiment des îles vierges avec une tribu vraiment non retirée de la société. Oui. Ils savent pas qu'on existe. Là. Non, c'est ça. Donc Ils n'ont pas le câble. Non, ils n'ont pas le câble. Les autorités Mais ils ont des indiennes sont iPhones. très, très, Sont, très... sont encore ces antennes UHF, là, dans le fond, avec S'ils sont rendus là, les oreilles de ils ont lapin. évolué très vite. Ouais. Donc, les autorités indiennes interdisent à tout le monde d'entrer en contact avec cette tribu-là, et ce n'est pas pour rien. Premièrement, il faut protéger cette tribu-là de la contamination des maladies et ou des... Ils n'ont jamais été exposés à nos virus, Non, donc c'est ça. ils peuvent Une être simple très, grippe. très vulnérables. Hein. Une simple grippe pourrait décimer la tribu, qui est une petite communauté de à peu près 150 âmes seulement, selon Ok. les estimés. Mais il y a un brillant Américain qui s'appelle John Cho,
Je sais pas pourquoi. C'est un Américain. Ouais, puis je pense qu'il y a une autre facette de sa personnalité qui est aussi évocatrice de l'intelligence de son move. On verra. Donc, ce John s'est fait bien sûr avertir par les autorités indiennes de ne pas aller visiter les îles car il comptait avoir une approbation des autorités de la place, mais il les a pas eues. Et il est allé quand même. Quand même, et son but était de christianiser cette colonie de 150 hommes avec sa Bible. Ouais, convertir au catholicisme une tribu de personnes reculées qui n'ont pas touché à la société depuis 60 000 ans. Depuis la Donc, dernière ça c'est pas. glaciation. Lui, il pensait peut-être ça allait se passer comme Christophe Colomb. Ah, ben oui. Mais c'est parce que, tu sais, la ligne est mince entre avoir un surplus d'ambition puis un surplus de stupidité. Oh oui, tu sais, c'est pas... Donc, ce qui devait arriver arriva. Il s'est fait accueillir par des flèches. OK. Et il est décédé. Ouais. Comme au Ikea, dans le fond, on se fait aussi accueillir par des flèches au Ikea. C'est vrai? Oui. Hein? Ouais, un peu plus létal. Oh! Et Il y avait le pas de petit Danois, cette problème tribu-là. que M. Cho fait face présentement, autre que la mort, c'est le fait que les autorités peuvent pas aller récupérer son corps pour aller le remettre à sa famille. Donc là, soit il va être abandonné là, ou soit ils vont essayer de faire un plan pour aller récupérer son corps sans interférer avec la tribu ou mourir eux-mêmes. Si la tribu n'a pas comme fait quoi que ce soit au corps, là. On sait pas. Mais non, mais T'sais. ici, par exemple, ce qui est souvent pas dit, c'est un peu l'histoire de cette tribu-là. Ouais. Pourquoi aussi qu'elle est reculée? Parce qu'il y a eu d'autres contacts dans le passé. On parle, je me rappelle plus exactement, parce qu'ici, malheureusement, j'y vais de mémoire, je m'excuse, j'ai pas Je vais l'article. te le dire si j'ai l'info. Mais là, il y avait un gradé de l'armée qui occupait les îles environnantes, qui a tenté plusieurs fois et qui était un pervers. Non, mais c'est vrai. Puis il faisait des raids pour aller kidnapper des gens sur les îles. À chaque fois qu'il arrivait, eux, ils s'étaient cachés parce qu'ils sont pas dangereux. En tout cas, à l'époque, ils étaient hostiles. Mais là, c'est ce qui est arrivé, c'est que lui, il a kidnappé des gens, des enfants, des hommes, puis il a fait des affaires. C'est pas clair, on veut pas le savoir. C'est pas le fun. OK. Certains ont réussi à retourner, d'autres pas, mais ça fait que... Il les a convertis au catholicisme, entre guillemets. Ouais, bon, C'est Ave mauvais Maria, goût. on va dire. Ave Maria. Mais- Donc, moi, ce que j'ai comme information, c'est que cette tribu-là a essayé... les gens ont essayé souvent d'avoir des contacts avec eux autres, mais ils ont toujours rejeté de façon très hostile les visites externes. Justement, peut-être que ton cas n'a Ouais, ben pas c'est aidé. ça, il a pas aidé. Puis là, dans les dernières années aussi, il y a eu un autre contact indirect avec, je crois que c'est une épave. Ils ont été capables de récupérer beaucoup de la marchandise, mais il y a de temps en temps, il y a des contacts très brefs. Certaines personnes sont capables de s'approcher pour faire des échanges, genre tu vas leur donner des choses. Puis ils ont été capables de remarquer qu'il y avait des outils en métal, probablement faits de morceaux de métal de l'épave qui ont été comme martelés pour créer des coutelas, des choses comme ça ici. Puis ils vont faire des contacts brefs, mais après quelques minutes, ils vont être agressifs justement pour dire aux gens, c'est fini, vous nous avez apporté des cadeaux, allez-vous-en maintenant. Donc, il y a possibilité d'avoir des contacts avec eux, mais c'est très difficile. Et puis, il faut être à distance, faut pas entrer dans leur territoire. Ils sont pas complètement fermés, mais ils ont eu des mauvaises expériences avec, bien sûr, des gens qui ont voulu faire des trucs pas cool. Donc, Morale de l'histoire. S'il était là justement pour les évangéliser, c'est sûr qu'il est rentré dans leur bulle puis que ça a mal viré. Morale de l'histoire, si les autorités vous disent de ne pas aller visiter une île, c'est probablement parce qu'il y a des bonnes raisons. T'sais, quand on vous dit allez pas faire vos vacances en Corée du Nord, il y a peut-être des bonnes raisons derrière ça. C'est ça, c'est clin d'œil, Américain mort en Corée du Nord. Ah, encore un autre. Mais non, c'est ça. C'est à un moment donné, voilà. il y a sûrement une bonne raison pourquoi personne n'y va. Non, mais aussi, c'est vrai qu'il faut préserver ces tribus-là. D'une certaine manière, c'est un miroir. Puis tu sais, ils veulent pas eux sortir. Fait que c'est un miroir de comment que ça se passe en dehors de notre système de mondialisation assez complexe. Puis c'est trop dangereux d'essayer des inclure de force, parce que c'est certain que eux autres, c'est pas quelque chose qui est une ambition dans leur tribu, donc. De là, les forcer dans notre société, c'est pas correct. Là. Laissons-les vivre et laissez vivre. Pour faire suite à ce que tu dis, le système pénal indien a décidé de ne pas entamer de poursuites contre les membres de la tribu, justement pour les laisser en retrait et effectivement. Et garder, il est arrivé ce qui est C'est de l'autodéfense à ce moment-là. Parce que, je veux dire, sont dans une situation où c'est un peuple souverain. C'est la préservation. C'est la préservation. C'est une question de vie et de mort pour eux. Et dans leur conception, tu peux pas les mettre coupables d'un meurtre
qui pour eux est une défense de la survie Ben de leur, on pas de leur ça. race. Faut voir ça, Voyons. faut voir ça comme une attaque parce que eux veulent pas, tout simplement. Tu Exact. rentres sur leur territoire, puis c'est comme, je sais pas, si mettons l'armée rouge rentrerait à Québec demain, puis ils font rien de mal, ils font juste installer des tanks partout, puis nous dire en passant qu'on devrait aimer Vladimir. Ça se peut qu'il y a du monde qui réagisse mal, puis je veux dire, ça serait compréhensible jusqu'à un certain point. Je dis ça de même. 150 âmes. Une très petite tribu, mais ça, à 150, là, il doit avoir, excusez-moi, mais il doit avoir de la consanguinité là-dedans, certain. Oui, mais regarde, habituellement, souvent dans les petites tribus, ils trouvent des manières de garder ça un peu plus... La monarchie française s'en est bien sortie pendant des centaines d'années, puis personne n'a pharaon, mort. pharaon. Bien sorti, c'est un terme très relatif, dépendant de l'angle. Certains en ont perdu la tête. Ouais, c'est ça. Écoute. Mais non, c'est ça. C'est certain qu'il y a ce problème-là d'héritage génétique. Ce qui est une raison de plus, à cause de la pauvreté de l'héritage génétique, de les protéger de nos microbes et nos virus, parce que ça les rend encore plus vulnérables qu'ils ne le seraient, ne serait-ce que par la séparation de la société moderne. Donc, potentiellement. voilà. Regarde, je Ok. m'avancerai pas là-dessus. Non, c'est ça, mais c'est impossible aussi problème. Donc, Au Geektualité, ouais. un homme mort par flèche par une tribu de 150 âmes. Alors, genre, voilà. suicide déguisé en tentative de conversion. Suicide On by n'était pas tribe. supposé de s'étendre pendant 15 minutes sur une mort. Finalement, c'est ça qui est arrivé. C'est Ouais, correct, hein? on s'étend toujours As-tu sur une d'autres mort. nouvelles, Simon? Oui. Oui, quelque chose que je trouve le fun. J'ai récemment été en voyage, puis bon, moi, ma copine s'est retrouvée au retour, pas avec des sièges contigus, parce que, Oui. bon, histoire compliquée, mais c'était des lignes touristiques, puis ces lignes-là Oui. sont connues pour vendre des voyages pas chers, puis essayer de refaire leur argent avec des extras, puis des choses comme ça. Effectivement, Là, il y a des lignes aériennes en Angleterre qui ont été, dans le fond, poursuivies parce qu'ils utilisent des algorithmes spécifiquement créés pour séparer les familles dans leur vol, pour s'assurer qu'ils payent extra pour pouvoir choisir des sièges qui sont pas chez eux les autres. Donc, Ça, c'est pas correct. le système est fait pour reconnaître les biais qui sont supposés de groupe et tenter de les séparer le plus possible. Tu sais, sans que ce soit extrême, mais juste assez pour que ce soit désagréable, Ben oui. pour que la personne se dise, bon, ben, OK, je vais prendre l'extra, ou OK, quand je vais faire mon check-in, je vais m'assurer de changer les places, même s'il faut que je paye 20$ pour faire ci ou faire ça. Donc, c'est quand même utiliser une intelligence artificielle pour faire le mal. Tu sais, c'est mini Skynet, j'aime ça. Ouais, L'art c'est du ça. capitalisme poussé à oui, l'extrême. Parce que les compagnies d'aviation, surtout en Europe, sont tellement nombreuses, comparé en Amérique du Nord, parce qu'il y a beaucoup de, tu sais, il y a peut-être 4-5 grosses compagnies qui font un monopole, mais en Europe, il y en a tellement, qu'ils baissent les prix tellement bas pour être compétitifs que c'est dans tous les Ben, frais supplémentaires qui font les Ça dépend des compagnies parce que c'est quand tu t'en vas dans le voyage à rabais. Le voyage touristique du Sud, c'est des voyages à rabais, mais les grosses compagnies, quand je suis allé en Europe récemment, ben, tu sais, comme la Lufthansa, oublie ça, c'est probablement plus cher, mais c'est un service impec du début jusqu'à la fin, avec choix de place, tout est vraiment bien fait. Donc, c'est vraiment ça, pour les t'as une compagnies. variété, dans c'est le ça. fond. là. Ouais. C'est exactement. Dans la même catégorie de variété, à ce moment-là, tu vas avoir de la compétition plus agressive. Puis c'est dans ces frais-là cachés qu'ils vont essayer de t'avoir pour eux autres s'offrir un cash puis avoir un edge. Mais bon. Hey, on y va-tu en musique, déjà? Il était 13. Ben oui. Ah oui. Ah oui. La chanson de la semaine! Alors, on va alterner aujourd'hui. Donc, j'ai amené 2 tonnes. Philippe n'a amené une. Amener tout un grand mot. mais- C'est un grand mot, mais c'est pas dedans, c'est juste 3 syllabes. Sur Voilà. ce, En 2018, tout ce que tu as besoin, c'est d'apporter, c'est une adresse Internet, t'as pas besoin de déplacer des choses. effectivement, mais moi, je les ai amenés quand même. Donc, la première chanson de la semaine, c'est sorti d'un album qui vient de sortir sur Overclock Remix. C'est tout frais, tout chaud. C'est sorti hier, je pense. C'est un album qui s'appelle Hometown Heroes. Donc, c'est une compilation. C'est Town Themes Arranged. Donc, c'est une compilation de plein de thèmes de villes. Dans le fond, les villes d'accueil dans les RPG, dans le fond, t'as ta ville de base où est-ce que tu vas commencer à ramasser ton équipement, puis tu vas y revenir pour conclure certaines quêtes qui ont été startées au début. Bref, ta ville natale ou ta ville de base. Donc, c'est Là une où compilation. l'action se passe, Exactement. Donc, c'est une compilation d'un paquet de jeux différents de thèmes urbains. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est sorti cette semaine un paquet de collaborations d'un paquet de remixeurs que, si vous avez suivi mes chroniques depuis une couple d'années ou que vous suivez le site un peu, vous allez reconnaître des noms là-dedans. Il y en a des très, 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 très solides. J'y étais avec un jeu que j'avais pas exploré dans le passé, qui est quand même fait partie d'une franchise extraordinaire, qui est Legend of Zelda. On va y aller avec le Game Boy Advance, c'est le jeu de Minish Cap, qui était sorti, je pense, en 2004. J'ai ça dans ma collection, c'est oui. excellent. Oui, très bon. Et là, on va y aller avec un remix dans le fond de la toune de la ville de départ, ainsi que la toune d'un certain festival, là, je me rappelle plus du nom. Donc, c'est par le remixeur Lemonic Trick.
Donc, Citron électrique. ouais, citron électrique. Citron, baby. Et la pièce s'appelle Bag Full of Kinstones. On écoute ça au Geek Contre-attaque. C'est beau! Oh, on vient d'entendre Bag Full of Kinstones de Lemonectric. Ça, c'est tiré de l'album Hometown Heroes qui vient à peine de sortir sur Overclock Remix. Évidemment, c'est gratuit, c'est disponible dans toutes les qualités inimaginables, donc en format sans perte, en FLAC, qu'on appelle là, FLAC, mais aussi en MP3 de la taille que vous voulez. Donc, on appelle ça FLAC parce que la qualité est tellement bonne, t'écoutes ça, tu fais une flaque. Simon, t'as trouvé de façon... il a trouvé de façon verbale de me donner un punch dans le coffre puis tu perds ton souffle. J'avais plus de réplique. C'est comme bouche bée. J'avais juste mon gros rire gras. Chronique du cosmos. On va parler de l'espace. Cosmos! Mais on va parler d'une place spécifique. Parce que le cosmos, c'est grand, puis on s'égarera pas dans le cosmos. On va parler de Mars. Tu sais, notre voisin, là. Oui. La place pas trop loin, qu'on n'est pas capable vraiment de se rendre tant que ça. Qui est bonne dans les travails, à l'école et dans les loisirs. Et voilà. Qui est une excellente source de caramel. D'un nom à tendance beaucoup plus belliqueuse que son origine, mais bref. Oui, bon. Oui.
Je voulais parler ici du lander, dans le fond, de véhicule d'atterrissage martien qui s'appelle InSight, qui, dans le fond, est un véhicule qui devrait toucher Mars lundi. Ici, on parle à environ 7h53 p.m. heure de Greenwich. Donc, le but, c'est un autre petit véhicule qui va aller se rejoindre ici, qui tombe comme une capsule. Et puis qui a environ une fenêtre d'opportunité de quelques minutes pour pouvoir faire son atterrissage, sinon il va manquer c'est dans le fond la zone où ce qui doit se rendre. C'est très très précis. Oui, une fois de plus, tout ça va être, vous pouvez suivre les sites de la NASA pour voir le centre de contrôle de mission, Oui. bien sûr en direct, qu'ils vont pouvoir faire ici, mais il va y avoir énormément d'autres informations. C'est un autre sonde qui est envoyé ici pour faire encore plus de recherches pour pouvoir éventuellement préparer des voyages sur la planète rouge. Yes. Autre nouvelle sur Mars. Oui, parce que une fois ça c'est la prochaine chose qui va toucher Mars, mais on en prépare d'autres aussi. En 2020, on veut préparer un autre véhicule roulant. Parce que vous vous rappelez... Un peu comme Curiosité, dans le fond. Exactement. Et on a choisi l'endroit où il va atterrir. Ici, la NASA a déclaré qu'en 2020, on veut que le véhicule atterrisse dans le cratère de G0, qui est ici un ancien cratère causé par un lac martien, selon nos estimations, vu que maintenant, on n'a pas la confirmation qu'il y a eu énormément d'eau sur la planète rouge. Et ici, le but est de rechercher des microbes. Donc, c'est une mission super intéressante parce que le focus est maintenant qu'on connaît les circonstances et les endroits géographiques et où ce qu'il faudrait pu avoir de l'eau, on sait où envoyer un véhicule pour chercher justement des anciennes formes de vie, des traces de vie. Et le véhicule lui-même va arriver dans un ancien cratère de lac. Il va chercher des traces de microbes qui auraient été vivantes il y a environ 3,5 à 4 milliards d'années dans le passé. Et à l'époque où c'était un endroit plus confortable. Hey, imagine s'ils trouvent pas des traces de microbes, mais ils trouvent des microbes. Ça serait malade. Et imagine s'ils trouvent quelqu'un. Oh oui! Pas quelqu'un, là, mais quelqu'un de Mars, là. Petit bonhomme vert. Ça serait malade. Ça serait aussi malade. Mais non, juste que ça soit des traces, déjà, ça avancerait oui. beaucoup la recherche. Là. Mais c'est parce que, tu sais, on spécule. C'est que les spéculations sont rendues hyper précises sur le fait qu'il y a déjà eu de l'eau sur Mars, qu'il y a des potentielles traces de vie. Mais la preuve tangible, elle n'est pas encore là. Non. C'est vrai. On a besoin de cette preuve-là. Là. Ça va juste comme... Là, ici, on va utiliser de la technologie qui est prouvée parce qu'on va utiliser la base de Curiosity, qui est un véhicule qui devait durer, je pense, les missions Curiosity, tout ça, c'est des missions d'environ 3 mois qui ont duré quasiment des dizaines d'années. Oui. Donc, c'est complètement malade. Et dans le fond, c'est la même base, mais on va rajouter des senseurs, de l'équipement, des foreuses qui sont spécialement faites pour ça aussi, ainsi que des systèmes, un genre de petites grues pour pouvoir faire déplacer des choses un peu plus facilement. Okay. Fait que c'est quand même super intéressant, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, prenez votre mal en patience. Yes. Et t'as-tu une troisième nouvelle? Question de faire un jamais 2 sans 3? Oui, on va juste s'éloigner un tout petit peu de Mars. On va aller sur Phobos. Non, ça, c'est D'accord. une des lignes de Mars. Ici, je ne veux pas parler, bien sûr, d'une colonie qui ouvre un portal vers l'enfer, bien sûr que non. Doom. C'est ce que j'allais dire. Mais sur Phobos, on a observé depuis longtemps des rainures. Oui. Un peu partout sur la surface qui sont extrêmement longues. Et puis là, les dernières estimations, ici bien sûr, c'est pas prouvé, qu'est-ce que ça peut être, mais on pense que c'est des gigantesques rochers qui roulent sur la surface, causés par les impacts. Après ça, ils continuent à rouler sur la surface de Phobos pendant de longues distances pour laisser les traîner derrière eux. Donc, c'est quand même des fois des rainures de 30 km de long puis 200 mètres de large. Donc, c'est quand même des très, très, très grosses. C'est des énormes déplacements géologiques. Puis ça peut être super intéressant de savoir qu'est-ce qui cause ça, si c'est, mettons, la géologie en tant que telle de la planète, si c'est les vents. On pense que c'est si vraiment le des jeux de gravité puis le de force matériel, d'impact. c'est ça. Non, c'est propulsé par l'énergie de l'enfer, puis vous le savez. On le sait, mais on va juste pas le dire. Ou c'est peut-être du monde qui font des crop circles dans l'espace pour attirer des Conspiration. sopas. J'ai une petite nouvelle plus proche de nous, si tu me le permets. Je te permets tout ce que tu veux. On se rapproche avec la Lune. Oh, OK. La NASA a mandaté un groupe de scientifiques pour savoir à quoi ressemblerait une première colonisation de l'astre de la Terre. Oui. Et les scientifiques ont imaginé une façon d'utiliser des énormes imprimantes 3D
Ouais, ben c'est ça qu'on Pour- parle depuis longtemps, utiliser les oui. minéraux du Bon, on l'a sol. fait sur la Terre. Là, maintenant, Oui. ça existe d'utiliser des imprimantes géantes pour faire comme du ciment et Oui. faire une genre de hutte en ciment. Oui. Et là, ils veulent exporter cette technologie-là sur la Lune. Faut utiliser les ressources sur place. Sur place Ouais. et un mélange bien sûr de matériel apporté et des ressources qui étaient là précédemment pour pouvoir garder un peu Parce que le but, facilement. c'est d'amener le moins de choses possible, C'est ça. parce que c'est ça qui est difficile de quitter la gravité de la Terre. Même, il y a des plans pour très long terme qui seraient d'envoyer une première colonisation de robots qui fabriquaient une base... La transformation de produits pour Oui, pouvoir... une faire- première étape de création de structures qui après ça, les humains arrivent, connectent le tout ensemble, s'installent et puis les robots, eux, continuent à développer le territoire autour de la base pour pouvoir créer des nouvelles structures, les nouveaux dômes, etc., etc. Ok. Donc, c'est sûr que les robots puis l'impression à partir de matériaux locaux, c'est ça le futur, entre guillemets. Et là, c'est proche de nous parce que la NASA affirme que la première mission d'un projet de base lunaire pourrait prendre la direction du satellite pour aussi proche que nous que 2020. Nice. Quand même, Mais là, quand on a le même proche. problème que Phobos. Si on va sur Phobos, il y a les démons. Mais si on va sur la Lune, il va falloir faire avec les bases nazies cachées. Donc, Ouais, il y sur a la pas- face cachée de la Lune. Ouais, il va y avoir probablement des mauvais voisins. Tu vas pouvoir prendre ton bain sur la Lune, par exemple. Il n'y a pas juste sur Phobos, par exemple, il y a des roches qui roulent dans la vallée de la mort aussi. Oui. Ils appellent des sailing rocks, des pierres mouvantes. Oui. Oui. Ça, c'est dû à de l'eau et de l'argile qui se mélangent en dessous avec des vents. Puis, en tout cas, ils connaissent la cause, là, mais c'est assez impressionnant de voir les traces de ces grosses roches-là. Ben oui, ben oui. Hey, qui dit cosmos dit quoi d'autre? Espace. Ouais, mais qui dit espace dit quoi? Si ça marche, ça rampe, Pas ça, hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas Ok. ça, mais c'est pas grave. ça vole ou ça copule. On vous en parle dans la chronique zoologique. Je m'en allais sur une transition, je me suis enfargé dans ma mâchoire. Et t'as parti le thème, ce qui était la bonne chose à faire parce qu'on a on a 2-3 petites chroniques d'animaux. Oui. Mais c'est une de nos pires transitions ever. Là, je veux juste le mentionner. Là. C'était On wow. a déjà eu des bonnes transitions? Non, mais celle-là, elle détonne. C'était pas un beau cul. C'était pas un beau Q. Non, c'est ça. C'était une transition de Q. Bon. On va dire ça Bon, comme ça. parlant de Q, Oui. Ouais. je connais un animal qui a un méchant beau Q, moi. Ah ouais. Là, on est de moins en moins subtil, les gars. Ouais, là, faudrait Enfin, peut-être... c'est mes capacités limitées de jeu de mots. OK, donc... c'est-à-dire... Ici Charles Tisser. Le wombat, est un petit animal d'Australie qui produit des coprolites, non, des crottes assez étranges. Et cette énigme est enfin résolue. Étrange en quoi, Charles? Pour redevenir Philippe Jacques, ça va être plus simple. Mais en effet, le wombat produit des étrons qui sont au contraire de tout ce qui se produit sur la Terre. Toutes les créatures font des formes rondes, des cylindriques et tout ce qu'on Ils font connaît. des cubes. Ils font des cubes. Ah! Je te niaise pas. De forme Cubique. Je suis partiellement titillé, mais allez googler ça pendant que vous en parlez. Pas besoin, ça ressemble à des fudges finalement. Ah, ben C'est oui. dangereux, je montre la photo présentement. Ouais. C'est dangereux de confondre ça pour des petits fudges. Et J'écris sur Google Wombat, puis dans les 3 choix, c'est Wombat, deuxième c'est Wombat Poop. Ma vie est merveilleuse, merci Google. c'est des petits cubes de 2 cm de côté. Et il y a des scientifiques qui ont pris le temps, pour ne pas dire perdre le temps, de se Tout est demander utile. Oui, donc ils ont découvert comment... pourquoi. Oui. Et Comment qu'ils font pour faire des caca carrés? ça, c'est dû à la consistance de leur côlon qui est variable. Il est variable. Oui. Un côlon à consistance variable. Parle-moi de ça, Phil. Un CCV qu'on appelle dans le jargon. Ouais. En tant que grand fan du CCV, j'aimerais ça en savoir plus. Donc, c'est simple en étant compliqué. C'est la mécanique du cylindre, si on veut. Il y a 4 parois qui sont plus rigides, donc plus musclées, et les arêtes, eux autres, sont plus souples. Donc, quand la matière est propulsée dans le cylindre, Oui. ben, la force des choses fait que ça produit une forme cubique et ça sort comme ça. C'est ça. Quand il force, ça devient un Carré. tube carré.
Tout à fait. Ouais. Aïe, aïe. Ça ouais, écrase c'est- les faces, puis après ça, Ouais. c'est coupé en petits cubes parce que probablement qu'il doit avoir une lame. J'en ai aucune idée, il n'y a pas... Ça a des grandes dents en avant, ça a des grandes dents en Une arrière. lame à affilage variable. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, Mais ouais. c'est merveilleux, le CCV. C'est merveilleux, hein. J'ai même connu des gens, après une perte de poids, qui restaient quand même des séquelles. CCV, Oui. des colons à consistance variable. Mais Ah, c'est bien Il y en malade. a que ça leur vient naturellement. Mais On peut dire aussi que notre Jean qui voulait aller sur l'île sauvage était un colon à consistance variable. Ouais, il va devenir de plus en plus mouchi. Oh oui. oui, et Simon, dans ton cas, je pense que tu dois avoir une nouvelle Seigneur. animaux aussi. Je peux pas croire que t'as pas d'animaux dans ton sac. Ben oui. Ben oui. Je veux parler de poulet. Alors, le poulet commun. Simon. Mais là, ici, on a commencé à équiper certains poulets pour faire des études d'un sac à dos électronique. On devrait dire que c'est plus équivalent, mettons, d'un Fitbit pour poulet. OK. Fascinant. En effet. Lorsque le poulet est équipé d'un Fitbit, non, le but ici est de pouvoir prendre des données parce que l'industrie alimentaire, puis l'industrie de l'élevage du poulet, ben il y a plusieurs. On veut garder ça dans le fond le plus haut taux de rendement, puis pour faire ça, il faut trouver c'est quoi les sources de stress puis de maladies chez le poulet, puis on utilise ça ici pour regarder justement les signes vitaux, puis pouvoir voir ben OK, on a un groupe de poulets qui commence à changer, mettons le pouls, le stress ou plein de petites choses dépendamment c'est quoi que Donc, de regarder les signaux vitaux des poulets. Bref, Exactement. CCV. Checking Chicken Vitals. Exactement. Un autre CCV ici, mais c'est pas le même. Faut pas se mélanger. Alors, faire un chandail I love CCVs. Vas-y, continue, excuse-moi. Donc, ici, on regarde, c'est pouvoir identifier, OK, bon, tel groupe de poulets, il se passe de quoi? Là, on est capable après ça d'aller vérifier plus. Bon, mais au moment même où ce que ça arrive, c'est quoi qui cause ça? Est-ce qu'il y a des problèmes sanitaires? Est-ce Oui. que c'est d'une infestation de fourmis? Parce que des fois, c'est des insectes dans les endroits où les Évidemment. poulets sont élevés. Il y a Exactement. plein de choses qui peuvent amener ça ici. Ça peut être des fois, tout simplement, une petite épidémie dans ce groupe-là. Donc, ils vont se servir des données puis des algorithmes aussi parce que vu que tous les poulets sont connectés entre eux en direct Ouais. parce que toutes les données arrivent au même serveur, ben, ils sont capables d'identifier des groupes, des patterns, des comment que le symptôme se propage dans la population. Ok. Fait que c'est super intéressant. Moi, honnêtement, je voulais juste en parler parce que je voulais dire Fitbit pour poulet. Parfait. Hey, on va faire une petite pause publicitaire. Ben oui, il faut bien financer ces Fitbits-là. Ben oui, oui, des poulets sur le Wi-Fi, c'est extraordinaire. Donc, on va faire une petite pause. On vous revient tout de suite après, puis on va avoir... on a une chronique tripante qui va parler des passions que moi et Simon, on a en commun, la question cinéma. Je vous en dis pas plus pour Les l'instant. CCV. Ouais, tout à fait. On va essayer de trouver une signification d'ici le retour de la pause. Évidemment. On va chercher des acronymes tout le long. Donc, on part un petit 2 minutes, on revient pour les geeks. Contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque de ce 24 novembre 2018. Et là... Je pense qu'on pourrait continuer avec la CCV, la chronique cinéma vague. Oh! Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent avec contre-attaque. On n'a pas nécessairement de thème pour ça, mais... Oui. Ben, ouais. Ah, ok, ouais, c'est un thème générique, dans le fond. Il est le seul homme possédant une sandwich de prénom. Chronique Bond, James Bond. Ah! Non, ça, c'est ça, avec la tourne de James Bond, ça aurait été extraordinaire. Ah, mais non, ben non, bon, c'est ça. là. Hein, Hey. Ben, t'es c'est un le genre- peu trop sur le nez. C'est une discussion ouverte que je veux faire sur la franchise de James Bond suite à un article que j'ai lu, mais je veux laisser mes deux compatriotes m'arriver des petites nouvelles dans le fond, mais des petites nouvelles au travers. sujet de James Bond. On va parler en de James général. Bond en général. En général. Ça débute avec un article que j'ai lu il y a quelques semaines du site Collider, pour ceux qui connaissent, c'est qu'ils ont fait un genre de rétrospective du top 25, dans le fond, il y en a 25, le top 25 des films de James Bond, avec beaucoup de paramètres qu'ils ont utilisés pour vraiment faire un vote le plus précis possible. Et là, je me disais à quel point cette liste-là de top 25 a de la valeur. Je l'ai regardée et je me suis rendu compte que Je quand pense même... que
pense que t'es un des seuls dans les 4 ici qui a vu toutes les James Bond. Simon les a toutes vues, puis même plus récemment que moi, je pense. OK. Je m'étais payé l'autre fois un Black Friday ou quelque chose du genre, le coffret Blu-ray de tous les Bonds jusqu'à... je pense que ça se rend... Ça se rend à Quantum, je pense, ou à Peut-être. Skyfall. Non, il n'y a pas Skyfall. Tout sur Skyfall. OK. Bon. Donc, j'ai pas fini de toutes les réécouter, mais je vous dirais que j'ai presque tout vu jusque-là. Ça, son lore est récent, puis je voulais en parler avec Simon, justement. Ça, moi, ma connaissance Mon seul- de Bond est assez sporadique. J'en ai vu plusieurs, Oui. mais je les ai pas toutes vues. Toi, Mikey? Je crois détenir sans aucun doute le titre de newbie du James Bond. Entre vous quatre, je pense j'en ai vu le moins. OK. Donc, je vais absorber vos connaissances. D'accord. Ben, la liste, ce que la liste me révélait tout d'abord, c'est que malgré que j'ai des préférés, parce que ça dépend toujours à quel âge puis à quelle époque t'as commencé à écouter les James Bond, ça va définir beaucoup tes goûts. Étant donné que chacun de ceux-là, comme Simon me le disait en hors d'onde, c'est vraiment des capsules temporelles de l'époque. C'est que dans le contexte, au moment où ça sortait, c'était vraiment un petit échantillon de ce qui se passait dans le géopolitique, du message qu'il essayait de passer avec ça. Puis il y a aussi, c'est con à dire, mais il y a quelque chose qui était plus ou moins prouvé avec beaucoup de sondages, c'est que pour la majorité des gens, ton acteur de James Bond préféré est le premier que tu as vu. C'est un retour vers l'arrière. C'est comme moi, quand j'étais jeune, mon James Bond, mettons, c'est Pierce Brosnan, fait que c'est mon préféré. C'est pas étonnant. C'est là. pas comme ça pour tout le monde, bien sûr, surtout les gens plus cinéphiles, mais dans le grand public, ton premier, c'est ton préféré. Mais c'est comme par exemple, moi, j'ai été introduit à Metallica, mettons, par Justice. L'album Justice, c'est mon préféré, tu sais. Mais je pense que c'est le même pour tout le monde. On a c'est dur, c'est là que ça devient dur d'être totalement neutre face à une franchise. C'est ça, c'est difficile de se détacher le viscéral de notre expérience avec ce module-là pour être essayé d'être le plus objectif possible. Dans mon cas, les premiers James Bond, moi, ça date des vieux Connery puis Roger Moore qui passaient à TVA l'après-midi quand j'étais très jeune. Puis tu sais, je me rappelle que je pense que le premier film que j'ai vu, je pense que c'est The Man with a Golden Gun, dans le fond, là, mon pistolet d'or. Puis par tout de suite, j'ai bidé là-dessus. Puis c'est un que j'aime bien, ce film-là, mais il fait pas partie de mes préférés par contre. Parce que c'est... En tout cas, bref, ce que je veux faire de l'expérience, c'est qu'il y a eu 5 acteurs qui ont dans la franchise principale qui ont incarné Bond. 6, excuse-moi, j'oublie tout le temps la Lazenby. Je sais pas pourquoi. T'es pas le seul. OK, donc Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Donc, à l'intérieur de ça, il y a certains patterns dans les acteurs qui ont incarné James Bond qui sont identifiables. Ce sont tous des hommes. Mais c'est que il y a certains styles de films de James Bond qui est attaché beaucoup à l'acteur qui l'a incarné pendant cette période-là. Mais c'est demeuré très vrai que le temps. Les deux films de Dalton ont beaucoup en commun avec ceux de Daniel Craig, sont beaucoup plus sérieux, gritty, réalistes, puis Bond est beaucoup plus viscéral, puis choqué, puis très impulsif dans ces films-là. Les Roger Moore, c'est ce qui ressemble le plus à Austin Powers, pour vrai. Ben, les parodies d'Austin Powers, c'est plus de l'époque de Roger Moore. Exactement, les films des années Mais 70. l'époque Brosnan est particulière parce qu'elle a commencé un peu dans le gritty, un peu en empruntant à Dalton, si tu veux, mon avis. Mais à la Roger Moore. Ça l'a dévolué à la Roger Moore. Mais quelque chose qui revient ici dans les acteurs qui virent vers plus à la Roger Moore, voire marquer, parce qu'à la fin de Brosnan puis à la fin de Moore, c'était des acteurs plus vieux. Puis rendu à un certain point, tu retires l'action un peu plus brute, moderne, pour les gadgets, l'humour, les situations, que les grosses scènes un peu plus brutales. Effectivement. Alors que Daniel Craig, déjà passé à 50 ans, il y a Spectre en arrière de la cravate après 50 ans, il y en a un autre prévu. Il est pas jeune, hein, puis il pousse encore à la limite, je dirais. Quel est l'acteur le plus vieux pour Bond? Ça doit être moi. Je sais pas si c'est Connery à son retour d'après Never Say Die. Est-ce qu'il compte le retour? Ben, c'est parce que... Il est non officiel, hein? Non, il est revenu après que les Lazenby ait fait un film. OK. Connery est revenu pour un film. OK. Parce qu'il avait fait un film en dehors de la canon des brocolis qui s'appelle Never Say Never Again. Ouais, c'est ça. Never Say Never Again, qui est pas dans la continuité des James Bond réguliers. Roger Moore, c'est le plus vieux. Mais c'est Roger Moore qui l'a incarné le plus vieux. Attendez, je vous sors l'information ici, j'ai trouvé une liste, fait que allez-y, parlez-en. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai remarqué de cette liste-là. On va y aller avec les 5 pires, puis les 5 meilleurs. OK? On fera pas les 25. Dans le pire, selon vous autres. Comme je te dis, je les ai pas toutes vues, donc c'est très dur pour moi. Tu sais, Die Another Day. C'est celui avec Madonna. C'est celui avec le laser dans la glace, puis le char invisible. Mais en même temps... J'aime mon Bond cheesy, hein, puis ça, c'est comme le solide, suprême mais top. Sinon, le film est trop ridicule, parce qu'il y a tous les défauts des blockbusters modernes.
Oui. C'est ça l'affaire, c'est qu'au lieu de s'attacher à ce qui rendait James Bond unique, il a essayé d'être un film ordinaire avec James Bond dedans. Le scénario est mou. Exactement. Il n'y a rien qui ressort de ce film-là, t'as raison. En 24e place, Octopussy, dans le fond, un film de Roger Moore. En 23e place, Moonraker, qui longtemps était considéré le pire. Lui, c'est Austin Powers, mais avec James Bond dedans. C'est mon préféré, à cause de son aspect nanar. Ah, c'est complètement C'est un nanar imbécile. superbe. Ça en est drôle, mais triste en même temps. Ensuite, en 22e place, il y a The World Is Not Enough. Dans la quadrilogie de Brosnan, c'est le deuxième de la liste. Ouais, pauvre Brosnan, qui a été complètement breaké par la performance abyssale de Denise Richards dans ce rôle-là. Elle te draine le film dans les catacombes. Denise Richards de Star Troopers. Le Starship Troopers. Starship Oh, oui. Troopers, oh, oui. Ouais. OK. Elle est Oh, une oui. scientifique là-dedans. Ouais, Déjà, tu casses Denise Richards comme scientifique. Qui s'appelle Christmas Jones. Sérieux, tu perds toute crédibilité. Non, mais c'est pas pour rien que Austin Powers avait les pires noms pour les filles. C'est un des exemples de noms qui n'ont pas de bon sens. Et le 21e, c'est For Your Eyes Only, 1981. Donc, on a 3 films de Roger Moore dans les 5 pires et 2 de Brosnan. C'est un peu représentatif de l'époque où c'est qu'ils ont joué le James Bond, où ce que la franchise n'était pas dans son plus haut, qui essayait de se garder un peu de se copier elle-même pour essayer de garder le fanbase, puis essayer d'aller chercher un nouveau fanbase. Il voulait parler à monsieur, madame, tout le monde. Mais la franchise se cherchait aussi, rendu à ce point-là. On l'a vu, tu sais, ça l'a fait un peu plus de... C'est pas pour rien que quand Craig est arrivé, c'était un sorte de soft reboot qu'on appelle. Sans recommencer, ils ont rebrassé les cartes plus fortement que dans d'autres circonstances. Exactement. Puis en plus en mettant la mission d'introduction de James Bond, sa première mission. On dit on prend le personnage, là, puis on enlève tout, là, from scratch on part. Et ça a été très très ambitieux de leur part, mais ça l'a payé. Si on regarde le top 5. Okay. En 5e place. Je suis pas mal sûr que GoldenEye est dans le top 5. Tu viens de nommer la 5e place. Ah. GoldenEye est le numéro 5. GoldenEye, c'est ce qui légitimise la tenue de notre ami Brosnan dans le rôle de James Bond. Un James Bond quand même très solide, selon moi. Mais c'est qu'il respecte... C'est juste qu'il y avait pas... C'est pas l'acteur qui est le défaut, c'est ses scénarios, c'est la... Mais il respecte beaucoup les tropes de la série en général. De façon beaucoup plus précise qu'on le pense, puis les adapte à une façon de filmer des films un peu plus modernes. Oui. Autant que les films de Timothy Dalton étaient presque trop réalistes. Très peu de gadgets, très peu de fantaisie, c'était très très crédible. Puis bon. Là, on est quand même un peu dans l'espionnage de fantaisie. Mais avec un ton très moderne, très sérieux quand même, qui se prend au sérieux, mais avec un humour léger qui est le fun. C'était si bien balancé au début. Et le dialogue, en plus, met de l'emphase beaucoup sur le charisme naturel de Pierce Brosnan. On dirait que le dialogue était écrit vraiment pour lui, pas pour James Bond, pour Pierce. Et il met ça en valeur, il élève ça à un niveau tellement trippant. C'est lui qui est fascinant à suivre tout le long du film. Et ce film-là, n'oubliez pas, a popularisé le bungee à travers le monde. C'était la première démonstration de bungee dans l'histoire du cinéma, et ça a rendu ça un sport extrême très populaire pendant des années à venir après ça, à cause de la séquence du barrage au départ. Oui. En 4e place, From Russia with Love de Sean Connery. C'est lui que j'allais proposer. Ça a été longtemps mon préféré. C'est le premier James Bond que j'ai écouté, moi, qui me montrait à quel point ce film-là était bon. Qui pouvait être plus profond un peu dans l'écriture, avec plus de couches, plus de niveaux, plus d'intrigue. C'est vraiment un typiquement excellent film d'espionnage pour ce qui est de From Russia with Love. Oui, les clichés de James Bond, mais my God, le film est bon. Comme l'impression qu'on va avoir beaucoup de Connery dans le top 5. Fait que je te dirais que je suis principalement pas mal d'accord avec tout. La 3e place, c'est controversé entre guillemets, mais si tu t'arrêtes à la franchise au complet et au développement du personnage de James Bond, ça fait plein de sens. C'est le George Lazenby. C'est On Her Majesty's Secret Service. Et c'est celui qui... Je l'ai pas vu, mais il paraît que ce que j'avais lu, c'est que c'est pas le scénario ou ce qui se passe dans le film qui est le problème, c'est plus l'acteur et son attitude. Lazenby, ils l'ont pris parce que c'est un modèle. Exact, c'est ça. C'était super modèle, c'était pas un acteur. Mais l'arc d'histoire dans lequel James Bond passe est similaire à ce qu'ils ont fait récemment avec les James Bond, c'est-à-dire c'est très personnel, ça va dans sa vie intime, et ça menace lui-même la continuité de son désir de rester un espion. Et ça n'avait pas été exploré avant, et ça n'a pas été exploré jusqu'à Casino Royale 30 ans après. Puis la fin de au service secret de Sa Majesté, la fin est quelque chose, parce que c'est dans le film où ce qui finit par marier la Bond Girl. OK. Bien sûr, elle se fait assassiner, mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment un point où ce que Bond
s'est montré vulnérable à la fin, puis il a payé pour. Dans le fond, ça vient rajouter une couche sur le fait pourquoi c'est un sale con. Ben, parce ça que aurait c'est un donné sale ce con. scénario-là à un Connery, ça aurait fait un excellent bond. Peut-être, mais en même temps, peut-être qu'il aurait peut-être pas osé donner à Connery, qu'il voulait peut-être plus rester dans ses pantoufles confortables du rôle, alors que les ennemis étaient prêts à tout pour se prouver qu'il était capable de faire de quoi. On se le cachera pas non plus, les Connery, là, c'était lent comme film. C'est là. ça, puis, puis à la fin, c'était formulaïque. Connery était moins explorateur dans sa façon d'exploiter le rôle, il voulait que ça soit demain. Il y avait plus de poids sur les décisions scénaristiques aussi, là, vers la fin, là. Il y avait un gros contrat attaché à ça. Oui, sûrement. Mais reste que, du point de vue de l'audace du scénario, On Majesty's Secret Service, puis pour le développement du personnage, ça a été énorme comme impact pour la franchise. En deuxième place, encore mon préféré aujourd'hui, puis c'est débattable, ben mon préféré. Celui que je suis capable de plus de réécouter, qui a la meilleure valeur de réécoute, qui est un des meilleurs films modernes, je pense, Casino Royale en 2006. Ça, je pense. Oui. Qui est, écoute... C'est ça qui a remis la franchise sur la carte. Oui. Puis, pour ensuite de ça se refaire brasser, puis quasiment redevenir... C'est devenu... à ce moment-là, les James Bond étaient redevenus cool et la chose hot, jusqu'à ce que très peu de temps après, ça redevienne la chose risible que c'était juste avant. Exactement. Puis en plus, ce qui est arrivé avec Casino Royale, c'est, je pense, de mon humble avis, j'écoute beaucoup de films, là, vous me faites savoir, dans toutes les années 2000 à 2010, c'est le meilleur film d'action. Casino Royale. Pur, là, comme là, que le script amène l'action, pourquoi que l'action arrive et le pacing de quand et comment, combien arrive de scènes d'action à l'intérieur du film. Il n'y a pas un film qui te tient sur le edge de ton site plus que ça, je pense, pendant 10 ans de temps. Mais même là aussi, c'était... c'est pas pour rien, c'est le matériel source qui est très bon aussi. J'ai lu tous les Ian Flemings. Ou du moins, je suis rendu à 70% si je les ai pas toutes lues pour les Flemings de Bond. Et puis, l'histoire originale est très bien respectée. On a tout ce qu'il faut là-dedans. On parlera un peu plus de la formule James Bond, mais on a tous les éléments formulaïques pour faire un bon James Bond. Même Vesper Lynd fait un excellent personnage de soutien. Oui, Eva Green était sensationnel. Les revirements, tout est impeccable. Ah, regarde, Casino Royale, c'est un de mes films préférés ever. C'est pas juste James Bond, là, ever. Et le numéro 1. Ouais, je sais que c'est pas lui, là, mais je dis License to Kill. Bon, License to Kill, on va en reparler juste après. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été Thunderball, qui était extrêmement bien écrit, super bon Thunderball. Et c'était un des préférés à Ian Fleming lui-même, l'écrivain, parce que ça représentait un peu son style de vie d'écrivain. Ça se passait sur une île similaire où il habitait. Qui est Bond dans Thunderball? C'est Sean Connery. OK. Et le gagnant du numéro 1, puis j'ai de la misère à m'astiner, parce que quand je me suis rappelé du film, j'ai fait comme, évidemment. C'est le meilleur James Bond. Toutes les clichés viennent de là, quasiment. Mais bien fait. C'est Goldfinger. C'est Goldfinger en 69. Le pic de Connery, le pic de... Avec Blofeld, qui est un des meilleurs bad guys de toutes les James Bond. Écoute, c'est... Je peux pas signer ce choix-là. Je l'aurais pas choisi instinctivement. C'est un bon mélange d'action, de gigantesque, on pourrait dire, des 7 pistes de blockbuster, l'attaque sur Fornox, c'est quelque chose d'unique. Les niaiseries de la voiture qui sert à faire le trafic d'or, tout, c'est des éléments qui sont devenus ingénieux. C'est tellement ingénieux, ça suit le roman aussi très bien, à quelques variations près. Et puis, non, c'est ça, c'est un autre qui vient justement d'un excellent... Qu'est-ce qui fait un bon héros aussi, c'est un bon vilain. Ben oui. Puis tu sais, c'est le genre de film que j'aurais pas pensé sur le coup. T'sais, en 3-4 essais, j'aurais pas pensé à Goldfinger. Puis quand quelqu'un me le dit, là, Goldfinger est le meilleur selon James Bond, je fais comme, ben oui. Tout à fait. C'est comme, c'est inestimable. Je sais pas si dans le film ça le fait encore, mais je sais que dans le roman, ça lie encore plus la vendetta de Bond avec Spectre. Parce que, je sais pas si c'est même dans le film, mais dans le roman, Goldfinger, c'est un des financiers, c'est lui qui finance Spectre en grande partie grâce à son trafic d'or puis de produits. Puis c'est très de son époque aussi. Yes. Puis tu sais, ce que j'ai remarqué dans le fond, c'est qu'aucun des Roger Moore sont dans le top 5. En fait, le plus proche de Roger Moore, c'est Live and Let Die en numéro 10. Live and Let Die. Et le plus haut, Timothy Dalton. License to Kill, que t'as parlé, qui est, moi, un de mes préférés que j'aurais mis dans le top 5. J'ai adoré les deux films de Timothy Dalton, mais je suis pas dans la majorité. Okay? Il y a des gens qui sont trouvés comme très ordinaires ou flat. Mais par contre, License to Kill est au numéro 9. Ça, c'est le plus haut de Dalton. On parlait ici des âges, juste pour vous donner une idée. Connery a commencé à 32 et son dernier Bond est à 53. À partir de ça, vous allez voir les Bonds comment Lazenby ne fait juste un. C'était un des plus jeunes. Il était à 30 ans.
pour Ok, son premier. quand même. Roger Moore a commencé le plus tard, à 46, puis il en a fait jusqu'à 57 ans. Là. C'était quasiment un soixantenaire avec son dernier James Bond. Fait que c'était dû juste pour homme. Voilà, c'est sûr, ouais. Sinon, Dalton, 41 à 43, ça n'a pas été long. Brosnan, 42 à 49. Puis Craig, 38 à 47, du moins présentement, au dernier qu'il a fait. Ok, c'était pas 50 ans qu'il y avait déjà? Non, il y a 47? Il y avait 47 au moment... Il y a peut-être... Ok, peut-être là, mais il y avait 47 ans à Spectre. Ok. On va-tu en toune? Oui. Ouais, on devrait aller en toune. J'ai même pas de toune de James Bond. J'aurais dû vraiment mener une chanson de James Bond, mais bon, enfin, c'est pas qu'il y en a pas 50 000, tu sais. Mais ce que j'ai fait... En fait, C'est Phil qui a fait quelque chose. C'est Phil qui a fait quelque chose? Ben, Est-ce que ça fit? Ben, c'est parce que... Non, je pense que Phil, on va le plugger sa dernière demi-heure. C'est bon. Donc, chanson de la semaine, j'avais joué récemment, pendant mon absence au travail, que d'ailleurs, c'est terminé, je suis revenu, mon épaule est en bon état. Je suis 80% fonctionnel comme à l'habitude. Donc, yes. Donc, revenu à ton 100, à mon 80%, ça, 80. c'est en pleine forme. Mon Excellent. pleine forme, c'est 80. Et donc, j'ai réussi à recommencer à jouer à un jeu old school qui me permettait de juste utiliser un D-pad au lieu d'un analogue pour être moins rough sans main. J'ai joué à Symphony of the Night, Castlevania, j'ai refait, et me replonger dans l'ambiance. Puis Simon qui nous avait parlé aussi de son visionnement de la série Castlevania. Bon, oui. Donc j'ai décidé de choisir une pièce du jeu original. Je parle ici de Crystal Teardrops, qui a été en partie repris pour la série télé, qui a été en partie repris aussi pour Castlevania Bloodlines, qui fait partie des deux jeux qui vont être remasterisés très, très bientôt. Donc on écoute Crystal Teardrops du compositeur Michiru Yamane du jeu Castlevania Symphony of the Night au Geek. Contre-attaque. Alors, on vient d'entendre la pièce Crystal Teardrop de Castlevania Symphony of the Night. Quelle belle expérience de gameplay j'ai vécu récemment. C'est encore super solide. Puis la série, je l'ai commencé. J'ai écouté 3 épisodes. C'est bien plus sombre que je pensais que ça allait l'être. Là, c'est pété. T'es-tu encore dans la première saison? Oui, première saison. Première saison, c'est ça, 4 épisodes, assez serrés, mais t'es comme pas sûr. Mais la deuxième saison, c'est Castlevania dans le tapis. Mais Parce que tu oui. vois, la fin épisode 4, c'est la fin de la première saison. Oui. Ça finit par... OK, c'est Symphony of the Night. La prochaine saison s'appelle Symphony of the Night, entre OK. parenthèses. Là. OK. Puis ce que j'ai aimé, c'est à quel point que ils mettent beaucoup d'emphase sur Dracula lui-même. Oui. L'expérience qu'il a vécue,
et son désir de vouloir se venger et pourquoi il veut se venger. Ce qui avait été un peu tassé de côté dans certaines versions des mythologies des Castlevania. Là, Dracula, t'es quasiment de son bord au départ. Hein? Puis, deuxième saison, ils vont aller plus profond dans les personnages principaux, un peu plus profond dans les vampires en général. Puis quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que les humains utilisent de la magie, puis de la magie, puis de la magie divine, tandis que les vampires, c'est de la science dans le tapis. Ouais. Fait que ça fait un clash intéressant, puis un peu hors de l'ordinaire jusqu'à un certain point. Souvent, c'est comme, la science doit combattre les forces des ténèbres. Non. Ah non, puis les morts, là, c'est pas subtil, là. Attelez-vous, là. Ouais. C'est brutal. OK, mais non, à date, c'est très bon, là. Je seconde la motion de Simon. Bon. On a tout de nouvelles en vrac avant la prochaine pause. Juste avant de partir, on va fermer notre boîte à James Bond. OK, oui. Parce que, justement, il y a, ici, il y a des statistiques, on avait des petites statistiques à propos des âges des James Bond que je vous ai partagées tantôt. Oui. Parce que, le prochain opus, si vous me permettez l'expression, sera probablement... probablement, il y a des problèmes parce qu'on n'est pas savoir exactement ce qui se passe. Là, présentement, c'est Cary Fukunaga qui va être le metteur en scène. Le réalisateur qui est celui qui a fait Hit récemment. Oui. Donc, c'est déjà un bon signe. Après des années de zignage, Daniel Craig a décidé que je suis encore là, donnez-moi un chèque. Ça ressemble pas mal à ça. Mais c'est le premier réalisateur qui ne sera pas britannique. Ouais. Qui va réaliser un James Bond. Une fois que Craig va partir, faut changer l'acteur. Oui. Puis il y a beaucoup de spéculations, qu'est-ce qu'on veut faire, et puis c'est quoi qui fait un acteur qui fait James Bond. Statistiquement, basé sur les acteurs du passé, ça prend quelqu'un entre 36 et 40 ans. C'est l'âge de départ de la majorité des acteurs qui commencent à jouer Bond. Oui. Mais ils ont fait des sondages auprès de gens pour voir si on était prêt à changer un peu plus, si vous me permettez, c'est quoi qu'on allait un peu plus, quel genre d'acteur qu'on allait vouloir. Et les gens sont un peu plus, bien sûr, touchez-y pas trop, mais les gens, dans le fond, c'est toujours je suis 100% d'accord, je suis un peu d'accord, je m'en fous, je suis moyennement pas d'accord, puis je suis très pas d'accord. Puis les gens sont pas trop extrêmes. Donc, même pour des choses qui seraient radicalement différentes, comme un James Bond asiatique, je vous dirais que c'est un petit peu plus dans le nom, mais c'est quand même très dans le milieu. Un James Bond joué par une femme, c'est pareil. C'est toujours très neutre. C'est parce que ça devient... Moi, je sais où trouver le terrain d'entente. C'est parce que ça devient un autre personnage à ce moment-là. Je veux dire, on a déjà, mettons, un James Bond jeune dans Jason Bourne, exemple. On a déjà d'autres personnages, mettons, féminins ou afro-américains, qui ont eu chacun des personnages avec leur nom à eux, qui faisaient une série de films d'espionnage. Mais là, t'as un personnage qui s'appelle James Bond, qui travaille les services britanniques. Pourquoi? Si tu le changes, il y en a plein d'autres personnages d'espions que tu peux exploiter, tu sais. En tout cas, je suis pas mal sûr que tu t'en vas là, de toute façon, je te laisse continuer. Non, je m'en vais pas là. Il y a eu beaucoup de rumeurs pour qu'un futur James Bond serait, Idriss Elba. Oui. Je pense que ça ferait pas trop de vagues. Je pense que le monde serait content. Il est british à tout le monde, tu sais. Mais justement, même là, un acteur américain, ce qui est pas le cas habituellement. Non, c'est ça, non. C'est correct aussi, ça passe bien. Je vous dirais que dans le sondage, la seule question qui n'a pas passé, ce serait un James Bond gay en tant que personnage. Là, c'est comme peut-être plus le même personnage. Il y aurait des Bond Boys. C'est ça. Moi, je vois aucune différence. Ça, c'est la même chose. C'est juste que c'est quelqu'un d'autre qui va avoir un costume de bain serré quand il va voir la scène de plage. Non, c'est ça. Mais puis c'est vrai que ça pourrait rajouter une dynamique intéressante à ces scènes de séduction, étant donné que là, la plupart de ces antagonistes pourraient... Je sais pas si tu comprends que cette séduction pourrait être une arme beaucoup plus courante qu'ils utilisent que aussi, occasionnelle. Le monde pourrait tous se frapper sur la gueule directement. De toute façon, je pense que plus la série avance, plus que le monde comprenne que le moniker 007 fait référence à un agent qui est interchangeable et non pas à une personne. C'est un numéro, c'est une place dans le James Bond, c'est comme un nickname. De toute façon, qu'est-ce qu'on veut dans un James Bond? C'est des endroits exotiques. Un super vilain avec des uniformes faits par des tailleurs. Et un handicap physique visible. Potentiellement, une cicatrice ou quelque chose de bizarre ou un tic malsain. On veut maintenant, c'est des grosses scènes d'action, des choses comme ça ici. Donc, des gadgets. Q au gadget. Donc, Q, Q, c'est vrai. L'important ici, c'est de respecter, c'est pas l'acteur, c'est de respecter la recette, puis d'avoir l'agent qui porte le manteau. Donc, peu importe qui ce soit, puis de la manière que ce soit,
Ouais. Même, ça serait bon de venir brasser un petit peu la sauce parce que, justement, c'était dans lequel que, justement, il y avait comme une sorte de tension sexuelle entre James Bond puis le méchant qui était comme Semi Albino. Ah, c'était c'est dans le World Is Not Enough, je pense. Non, plus non, récemment. excuse-moi. Ah, ok, tu parles de Javier Bardem dans Oui, Skyfall. Skyfall. Oh, qui est bon, Javier C'est- Bardem dans celui-là. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, la genre de tension érotique entre James puis le vilain dans la scène d'interrogation, Oui, là. mais c'est exprès, c'est Bardem qui tente de le séduire. Parce que Bardem, il y a pas de lui, si s'en tu cours fout. moins vite, t'es fait. OK? Bardem, Non, il c'est regarde ça. pas, là. Et le personnage de Bardem, C'est je une parle. façon de le dire. Et Bardem, lui, Puis c'était- il joue une scène justement très chargée. C'était une dynamique qu'on n'avait jamais vue. Puis c'est Mm-hmm. ça qu'on a besoin, c'est garder le décor, le film qui se déplace entre plusieurs pays, Oui. le combat entre Spectre, la CIA, M6, puis tout ça. Puis après ça, changer les éléments dans la recette, mais on n'a pas besoin de beaucoup des éléments pour faire un bon James Bond. Exactement. Donc voilà, ça conclut notre discussion sur les James Bond. On va continuer en cinéma dans la troisième demi-heure après la pause. Vous avez 2-3 petites nouvelles. Puis après Oui. ça, j'ai une chronique un peu contractée des films parce qu'on a parlé de Buster Scruggs la semaine dernière, donc j'en ai juste 6 à vous parler. Puis j'ai vu des films qui, je veux dire, ils font presque toute l'unanimité. Fait que j'ai pas grand chose à dire de Ok. plus par-dessus la pile. Donc, on fait une pause. On revient tout de suite après pour la suite et la fin des Geeks contre-attaque de ce samedi, le 24 novembre. Voilà. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Bip, bip, bip. Et nous sommes de retour pour la troisième demi-heure des Geeks qui contre-attaquent. On va y aller tout d'abord en cinéma. Mais je pense qu'on a... Ah oui. Chronique Cinéma! Chronique cinéma. Donc, des petites nouvelles dans le monde du cinéma par messieurs Boucher et Jacques. Moi, j'en aurais juste une, ça ne sera pas bien long. Vas-y fort. On se plaint souvent que les publicités, des fois, pour les films, sont longues. Oui. C'est que vous diriez d'une publicité de 100 minutes. Ben, c'est un film, ça. C'est ça? Exactement. Comme publicité pour... Ah, c'est un film d'Adam Sandler. Non. Non, mais comme publicité placement comme de publicité produit. pour le Lego Movie 2, Oui. hier, je pense que c'est Warner Bros. A mis Lego Movie 1 disponible sur YouTube, gratuit. Ça, c'est une bonne C'était pub. pour 24 heures. C'était Ouais. malheureusement terminé, mais c'était une publicité de 100 minutes pour se préparer pour un autre Il y film. avait pas il y avait l'intro de Chris Pratt et tout, qui parlait du 2, je pense. Ou Ouais, quelque Ouais, chose ben genre. c'est ça, c'est 100 minutes pour voir un petit quelque chose supplémentaire pour Ouais. faire un lien vers le 2. Je trouvais que l'idée est bonne. La bande-annonce est intrigante, by the way. Lego 2, Je l'ai pas là. vu encore. Parce que ils ont trouvé une façon que, tu sais, ça répète redondant. Mais la dynamique qu'ils ont rajoutée en faisant en sorte que, genre, 2 protagonistes vont être voicés par Chris Pratt, mais qui fait 2 facettes de sa carrière lui-même. Enfin, C'est, je sais pas, ouais. rien que ça va être, ça va tellement être méta, ça va Est-ce être le que- fun au bout. Est-ce que si je me trompe, moi, tout ce que j'ai vu, c'est que ça serait dans l'espace! Mais Ouais. le deuxième personnage de Chris Pratt, c'est un explorateur spatial débonnaire, un petit peu qui est aussi dompteur de raptors. Wow! Et qui ressemble étrangement trop à Snake Plissken dans Escape from New Wow. York. Honnêtement, là, ça a vraiment l'air Ça va faire savoureux. ça va faire un délicieux clash avec le Oui. personnage d'Emmett qui est justement un... Est-ce qu'il y a Everything encore is des- awesome. est-ce qu'il y a encore des personnages real life comme Will Ferrell? Ah, ok, qu'il y avait à la fin dans le fond, en parallèle avec Ben, l'histoire. ouais, c'est J'ai ça. aucune idée, c'est pas unité dans la bande-annonce du tout, là. Ça a l'air à focuser vraiment sur les S'ils veulent protagonistes. garder l'univers, je Ouais. pense que ça serait une bonne idée, mais il faut qu'ils trouvent le bon scénario. Puis si ça sert à Exactement. rien, ben domper ça. Tu sais. Non, c'est ça, mais à date, je lui donne le bénéfice du doute. Mais Lego Movie et Lego Batman étaient extraordinaires. Fait que j'ai pas vu Lego Ninja Go, Lego Mais ça, c'est correct, Ninja c'est- Go. Ça, c'est ça a pas un rapport. autre- c'est une autre chose. C'est plus pour les jeunes parce que c'est la franchise reliée Ouais. à une Oui, série c'est de Lego, jeux Lego. mais C'est c'est pas... Ninja Go, patente. En tout cas, C'est pas aussi tout public. ok, bref. Mais les deux que j'ai vus à date sont malades. Donc, autre nouvelle là, pour Phil? Ben, une grosse nouvelle qu'on a eue, plus ou moins là, selon les avis, mais j'espère que vous avez gardé votre Proton Pack chargé dans votre garde-robe. C'est-à-dire... Ben, on a souvent parlé de la franchise de Ghostbusters, surtout de Ghostbusters en 2016, qui est, on pourrait dire, scraper la franchise, ce serait un euphémisme. Non. Ils ont pas scrappé, c'est-à-dire qu'ils comptent pas. Si Ouais, tu fais c'est juste ça. Ben, l'enlever, c'est comme il est Indiana pas Jones scrappé, and Crystal Skull.
Comment? Le- Est-ce que t'as-tu dit que- Ah, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Hein? Ben, c'est peut-être personnel à chacun, mais pour moi, c'est ça. OK. Il y a eu une discussion récente à la radio avec Dan Aykroyd. Non, c'est fini. Ils sont morts. Laissez-les en dehors de ça. Ramis, c'est plus là. On veut Et- rien savoir. c'est- Je préfère le 2016 que ramener les vieux croulants, là, s'il vous plaît. Il y a ça, puis Ramis était tellement important pour cette franchise-là que lui mort, J'ai même pas fini de Un peu, parler. ouais, c'est ça. C'est quoi la nouvelle? ça? Ben là, tout le monde s'en doute. Il y a un 3 qui serait dans les en écriture présentement. Aykroyd a souvent fait mention avec le Ghostbusters 3. Oui. Dans le passé, ça s'est révélé un faux, dans le sens que c'était ça jusqu'à temps qu'il se fasse un peu tasser de la franchise Il y a par ça, Sony. oui. Puis le script qu'il avait écrit pour Ghostbusters 3 était devenu le script du jeu vidéo sur la Wii. C'est ça. Ghostbusters les video games. En fait, sur PS2 ou 3 aussi. Ouais. Ouais, mais le Ouais. Wii, non, il y avait des différences entre les deux, surtout Oui. les contrôles. La Wii était la version Oui, mais supérieure pour une rare fois. Puis, mais le scénario était semblable dans Ça, les puis deux. Resident Evil 4. Le scénario était semblable dans les Oui. deux et les voix étaient faites par tous les acteurs originaux, y Exactement, compris oui. Ramis, parce qu'il était vivant à cette époque-là. Yes. Bon, Donc on parle d'un nouveau script, dans le fond. un nouveau script qui est dans l'écriture présentement, qui ramènerait un peu la vieille équipe. Bien sûr, tout le monde se pose la question à savoir est-ce que Bill Murray va être intéressé. Il veut rien savoir. La réponse, c'est que il pourrait revenir, mais Aykroyd dit que le scénario est intéressant puisque Bill Murray jouerait un fantôme. Donc son personnage serait mort. Oui, puis je pense à rapport à Ramis. Parce que ok, Ramis aussi ouais. est décédé, donc lui aussi pourrait être un fantôme, peut-être en 3D, je sais pas. Non, Je suis non, pas... À date, honnêtement, toutes mes lumières d'alarme s'allument. Ouais, c'est sûr que ça sonne le red flag solide, mais Ben, anyway, Ouais. je suis un peu du côté à Simon dans le sens que oui, si on continue la franchise, il faut aller vers autre chose. Mais moi, je trouve que l'erreur que le 2016 a faite, c'est de complètement ignorer la vieille franchise Ah, puis de puis, recommencer à neuf. c'est de faire une comédie pas drôle. C'était Non. ça le pire Et, erreur. et Ben, de ça, pas ça, respecter ouais. l'univers. Et de pas respecter l'univers déjà établi. Donc, si les anciens Ghostbusters auraient été là pour donner la main à les nouveaux, j'aurais été correct. Ça aurait Après été ça, du fan service. Ben, t'aurais pu rebooter ou t'aurais pu continuer. OK? Right? Oui. Ils ont décidé de rebooter. C'est pas grave, rebooter. Non. C'est juste que si tu rebootes, mets des acteurs charismatiques que tu veux suivre, puis écris des trucs drôles quand tu veux que le monde rie. Oui. That's it. Ils ont raté ces deux points-là. Si tu fais une continuité, comme tu dis, tu respectes l'original, à ce moment-là, tu peux faire un Je pense passage que du ça flambeau. aurait juste mieux passé Il y a en plein de fans général, qui malgré pensaient que ça allait être ça. Malgré que, tu sais, Simon, tu as ouais. le droit d'avoir ton opinion, C'est- mais l'opinion générale des fans de la franchise ça aurait passé mieux. Mais le problème ici, c'est le film en général. Parce que les fans de la franchise, on a vu dans les dernières années, si tu fais juste écouter les fans, Je suis d'accord avec toi. surtout si tu faut du oses nouveau. vouloir changer quelque chose. Puis Aykroyd, il veut tellement. Ça fait 30 ans qu'il essaie Ouais. de pousser pour un troisième. Ça fait Mais- 30 ans qu'il essaye de se Ben, remettre sur la carte. Si tu veux, je pense qu'on se magasine de la déception. Je suis d'accord avec vous autres. On va voir. Mais bon, il y a possibilité de faire quelque chose de bon. Si, comme je dis, respecter la franchise, respecter aussi le niveau d'humour du premier. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans d'intéressant. De là à savoir si ça va être bon. Ben, Même le on va 2 voir. n'était pas à la hauteur du premier. Non, Faut je pas oublier suis que le 2 d'accord était avec toi. bon, mais il était pas à la hauteur du premier. C'est parce Le qu'il a 2, trop là, voulu ouais. respecter les beats du premier. Le Il s'en est 1, pas assez détaché. Le 1, c'est ce qu'on appelle en anglais un lightning in a bottle. C'est une anomalie, là. C'est une anomalie. impossible. Tout est arrivé à un bon moment pour que ça marche. Ouais. Ça peut pas être reproduit. Si tu veux mon Il avis, y aura jamais de- tellement que c'est une franchise qui aurait pas dû exister. Ben, on aurait dû faire un Un film. film. Qui Oui, est ça aurait excellent. jamais dû être une La franchise. série animée dans ma tête est canon parce que Ah, c'était bon ça, excellente. les Real Mais Ghostbusters. ça s'appliquait bien en animé, justement, à cause Ouais. c'était facile à faire Mais gagner, ça, ouais. je me suis fait couper l'herbe sur le pied au début de la discussion, car Aykroyd, au début, il ne voulait pas vraiment faire un film, il voulait que ce soit une série Netflix. Il voulait peut-être Ok. pas nécessairement aussi que les acteurs originaux soient impliqués, peut-être un peu sur la bande, un peu comme on En voulait dire caméo, là, ouais. ouais, c'est ça, une passation des pouvoirs. Ça aurait été intéressant, mais là, c'est en train d'évoluer tranquillement vers un scénario de film. J'aurais adoré une série Netflix. J'aurais Genre un adoré. peu campy, là, avec le Ghost of the Week, là, pis Oui. tout ça, là. Ah Oui, ouais, non, oui, non, oui, non, ça aurait non. pu être cool. Fait que
regarde, c'est encore d'un tuyau, si on veut. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Probablement un peu de déception, mais bon. Moi, c'est correct. Moi, j'ai hâte. C'est ça, moi, je suis curieux. Ouais. J'adore les Ghostbusters. Fait que. Y a-tu des bandes annonces cette semaine? Oui, il y a une annonce pour faire une transition vers la tune de la semaine d'ailleurs. Tout à fait. Disney a sorti une bonne annonce, un autre de sa continuation dans les pardonnez-moi le mauvais terme là, mais Disney qui a réussi à trouver un nouveau filon, reprendre leurs films d'animation des années 90 et les refaire en réel, en live action comme on dit. Et là, ça s'est avéré un succès surprenant avec The Jungle Book en premier, qui était selon tous les livres, parce que je l'ai pas vu encore, ça a l'air qu'il était très bien fait. Oui. La Belle et la Bête qui était un gros succès financier malgré que Emma Watson n'était pas la meilleure chanteuse de l'univers. Mais c'était pas pour toi. C'est passé un peu sous le radar aussi. Là. Ça a pas été le succès attendu. Je suis curieux, je vais voir les chiffres. La bande-annonce d'Aladdin qui était sortie, le teaser qui était sorti il y a quelques mois. Et là, on a eu un autre teaser cette semaine qui est un peu sorti d'Out of Nowhere parce qu'on savait pas nécessairement qu'il travaillait dessus depuis longtemps. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Et j'ai été très, très impressionné par les effets en CGI. Parce que moi, dans ma tête, si tu refais des films classiques animés de Disney, tu serais peut-être mieux de prendre l'approche Pixar. Bon, je comprends ce qu'ils font là parce qu'ils veulent vraiment faire de quoi. Ils sont pas capables, ils ont acheté Pixar. S'ils étaient capables, ils auraient fait la compétition. C'est eux autres, c'est Disney qui font une série style Frozen, c'est Disney. Effectivement. Ils le font déjà. Ils le font déjà. Donc, oui, je comprends, on va aller plus loin. Moi, je trouve cette idée-là un peu bizarre puisque c'est un chef-d'œuvre de l'animation. C'est sûr que ça y enlèvera rien de faire un film avec ça, mais surtout c'est une adaptation dans le fond. Surtout avec les autres qu'on a eu avant, c'était bien, mais ça n'a pas été. Les gros fans de Disney n'ont pas été encore impressionnés. Mais par contre, les kids ont trippé raide, là. Oui. Pour La Belle et la Bête, budget environ 160 millions, week-end d'ouverture 175 millions. C'est pas un film qui a pas marché parce qu'on parle de 1,2 milliard de profit. C'est ça. Je parlais plus au niveau critique, ça a été c'est un 7,5. mitigé. 7,5, c'est pas super. Ça, en fait, c'est que le succès critique, c'est que l'adaptation est tellement fidèle à l'original pour la plupart, parce que c'est les mêmes tunes dans le même ordre. Une critique va juste dire c'est pas nécessaire. C'est ça, les hardcore fans de Disney, tu viens de toucher le point. Ce qu'ils vont faire, c'est si je veux réécouter La Belle et la Bête, je vais aller réécouter La Belle et la Bête animée. Mais pour les kids, pour la génération en dessous de nous, ceux qui connaissent pas le veulent découvrir ça avec les technologies modernes. C'est extraordinaire de le mettre ça sur un nouveau médium. Quand tu fais un remake, oui, t'as les fans originaux, faut que tu tiennes en compte un petit peu, mais c'est pour la génération suivante qui, eux, vont vouloir réécouter le remake dans 15 ans aussi, puis tout ce qui va suivre. Faut toujours, le focus est toujours sur la prochaine génération. La génération précédente sert à tenir le film à flot, mais c'est pour travailler la génération suivante, pour garder ta franchise, pour qu'elle continue 15-20 ans. C'est ça qu'ils ont fait avec Star Wars, c'est qu'ils veulent continuer, pas pour les vieux, pour les prochains, les jeunes qui présentement ils se prennent pour Rey, puis ils se prennent pour Finn, puis ils se prennent pour tout ça. On suit cette franchise-là pendant 10, 15, 20 ans. C'est eux autres qui vont être payants à l'avenir. On est du collatéral, puis c'est tant mieux pour eux autres, mais c'est toujours pour le futur, pas pour le passé. Il y a un moyen de plaire à tout le monde, je pense. Puis Disney le fait bien en général. Comme je t'ai dit, quand t'es un hardcore fan, c'est sûr que t'es un peu plus dur à plaire, mais que je dis, ils ont fait une bonne job jusqu'à maintenant. Mais ce que j'ai vu dans la bande-annonce m'a quand même grandement impressionné, surtout au niveau technologique, respecte bien aussi l'original, très intéressant à voir. Donc, ça s'en va vers la tune que j'ai amenée aujourd'hui. On a parlé du Roi Lion, écoutons le Roi Lion. La chanson de la semaine 3! Alors, tu nous as amené une chanson d'un de mes youtubeurs préférés qui a son musique, le Léo Moraccioli. Oui, de Frog Leap Studios. Yes. C'est un vieux cover, tu me disais. Moi, je l'avais pas encore entendu. Ouais, je pense que ça fait partie de sa deuxième année de cover qu'il a fait en 2012 ou 2013, quelque chose du genre. Mais c'est malade. On parle de la chanson Hakuna Matata et c'est quand même assez musclé. Version musique choquée. Voilà, on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque. Yes. Hakuna Matata! What a wonderful phrase! Hakuna Matata! Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata!
He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal. With a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurts that my friends never stood down with. Oh, the shame. What's the shame? Thought of changing my name. What's in the name? When I got downhearted, how did you feel every time that I... Hey, Pumbaa, not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze. It makes no worries for the rest of your day. With top of a free philosophy, Hakuna Matata. Alors, on Les est... forces des ténèbres m'envahissent. Oui, on est parti une chire. Manger des insectes. Donc, on vient d'entendre Hakuna Matata, version Frog Leap Studios, par le très compétent et divertissant Léo Moraccioli. Suivez sa chaîne YouTube, c'est extra, c'est vraiment le fun. Donc, on va terminer avec la chronique habituelle depuis maintenant proche d'un an. Presque. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Dernier 65. Ouais, en fait, il m'en reste moins de 40. Hey, c'est vrai. Il m'en reste moins de 40. Malade. Bientôt, tu seras libre. Oui, bientôt. Bientôt, je serai libéré de cette charge. Donc, qu'est-ce que j'ai écouté samedi dernier? Je vous en avais parlé en ondes avec Conan. On avait regardé tous les deux The Ballad of Buster Scruggs, film des frères Coen, western, avec 6 histoires complètement détachées qui sont vraiment trippants. C'était vraiment le fun. Qu'est-ce que j'ai écouté dimanche? C'est un film que j'avais écouté avec un de mes amis et personnels. C'était pour compléter ma trilogie de films de Stuart Gordon, un réalisateur de films d'horreur des années 80, et qui s'était associé avec Jeffrey Combs et Barbara Crampton pour tout d'abord Reanimator, que j'ai adoré. Ok, Reanimator, là, tout le monde devrait voir ça. Moi, vraiment que t'aimes les films d'horreur, faut que tu vois Reanimator, c'est parfait, ce film-là. Ensuite, j'ai vu From Beyond, qui est complètement... C'est un délire sexuel Lovecraftien insane. Okay. Oh non, From Beyond, c'est capoté. Puis des effets pratiques qui lèvent le cœur et qui fascinent et qui te font applaudir à deux mains. En quelle année? From Beyond, c'est 89, je pense. Puis Reanimator, c'est 87. Reanimator, c'est malade. Reanimator, c'est malade. From Beyond, c'est presque aussi bon que Reanimator. Okay, je l'ai pas, et ça va plus loin. Avec des brochets bébites gluantes qui volent. Oh, c'est capoté raide. Le fait d'univers parallèle, puis qui joue avec tes glandes sexuelles, c'est bizarre, c'est cool. Et le troisième film, la collaboration de ces trois personnes-là, ont sorti Castle Freak en 95, qui est tout simplement le personnage de Jeffrey Combs, encore une fois, qui hérite d'un château en Italie, dans lequel vit quelqu'un qui est attaché là, une bête répugnante, et qui est libéré et qui traque les femmes. C'est... Comment je vous dirais? Ça devrait être plate.
OK, la façon que le film est tourné, c'est tourné avec la qualité d'un film pour la télé, là, OK? On dirait un épisode perdu de... un épisode perdu d'un soap cheap des années 90, genre un mauvais épisode de Santa Barbara, là, OK? Ouh. Mais, OK. quand le gore se pointe, il n'y en a pas souvent, mais il va loin. Ah, si vous avez trouvé la scène tough dans Gerald's Game, quand la fameuse solution dans Gerald's Game, il y a une scène en partant dans Castle Freak qui va pire que ça. Ah, Je pensais que j'en étais sorti. Ça faisait pas une semaine que j'avais écouté l'autre. J'ai vu ça, j'étais comme, come on! J'ai capoté. Et il y a une autre scène où il agresse de façon... il agresse sexuellement sa victime. C'est le Castle Freak. Et jusqu'où il va pour la torturer, c'est tellement absurdement exagéré que t'es comme... Sur le coup, t'es complètement choqué, puis après ça, t'as le rire nerveux. T'es comme, voyons donc! Mais ils ont pas fait ça. Il y a pas personne qui les a filtrés, rien. C'est capoté. Castle Freak, c'est par moments super cool, par moments bizarre. Peut-être encore pire. Peut-être quelqu'un qui les a filtrés, puis c'est quand même ça qui reste à la fin. Exactement. Donc, j'ai quand même aimé, juste pour compléter ma trilogie Gordon et Combs. J'ai écouté Annie Hall lundi, qui est dans mon mini des films de réalisateurs légendaires de ce mois-ci. T'avais jamais écouté de Woody Allen? J'ai très peu. J'avais vu Hollywood's Ending, j'en ai vu quelques-uns là, des récents. Mais là. t'avais-tu vu un de ces films où ce qui joue un New-Yorkais névrosé? T'as peu voir. Il paraît qu'il y en a un ou deux, là. Okay, je pense que c'est l'entièreté de ceux dans lequel il joue. C'est mais... le Woody Allen Universe. Ouais, c'est Le ça. Woodyverse. Ouais, le W. C'est... wow. Donc, le WAU. C'est ça. Donc, oui, j'ai écouté l'ultime Woody Allen, celui dont certains considèrent le meilleur. Sa carrière tient sur ce film-là. C'est ça. Je l'ai aimé. C'est sorti l'année je suis né. C'est très, très, très typique des années 70. Fait que c'est en noir et blanc? Non. C'est très typique de la contre-culture post-hippie des années 70 où ce que le monde s'urbanisait puis essayait de devenir plus philosophique et individuel et anticapitaliste. Toute cette vague-là qui a frappé le monde occidental au complet est très, très, très bien capturée dans ce film-là. La jeunesse de notre monde moderne. C'est en même temps prétentieux et conscient que c'est prétentieux. Tu vois le genre? Ouais. Parce que le film fait preuve d'autodérision, mais en même temps semble te regarder de haut souvent. C'est sûr que les dialogues sont écrits de façon... C'est la mitrailleuse à réplique, là. Okay? Ben oui. Puis à humour. Puis Woody Allen, c'était quand même un humoriste de profession avant d'être réalisateur. Avant d'élever ses propres filles pour les marier. Fait que c'est dense de sens. C'est dense de contenu pour ce qui est du texte puis de la rapidité à laquelle les jokes fusent. Mais j'ai trouvé ça correct, bon, pas plus. Okay. Genre, parce que j'aurais dû le voir avant. Ouais. Ce film-là était meilleur quand il est sorti que cette heure. Ouais, okay. Parce qu'il y avait plus de sens dans l'impact qu'il y a eu dans la société au moment qu'il est sorti. Ouais, c'est ça. J'ai vu Bon baiser de Bruges, In Bruges, en 2008. Un classique de Colin Farrell et de Brendan Gleeson. C'est pas la suite de Bon baiser de Russie, c'est pas un James Bond. Non, non, pas du tout. Et In Bruges, qui est un film qui est extraordinaire. C'est tellement bon. Tellement un bon film, un crime drama, là. Mais comédie un peu. Là. C'est vraiment solide. Puis Farrell, c'est probablement son meilleur rôle en carrière. Il existe ça encore, lui? Ben, il fait des films, puis il choisit ses projets. Il a joué dans les deux derniers Yorgos Lanthimos, donc dans The Lobster puis Killing of a Sacred Deer, qui valent la peine d'être vus juste parce qu'ils sont tout seuls dans le tal. Fait qu'il fait des projets plus pour le plaisir que pour l'argent. Exactement, parce que Il a lâché un peu le monde des blockbusters. D'après moi, Total Recall l'a rendu tiède un peu. Tout à fait. Ensuite, j'ai écouté The Wes Anderson, de Darjeeling Limited. Je continue ma régression dans les films de Wes Anderson. Après avoir vu ses 5 derniers, ben là, je recule dans sa filmographie. Ça, c'est lui des 3 frères qui tentent de retisser des liens entre eux autres dans un train en Inde. C'est pété raide, ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. Moins symétrique que la plupart de ses films, mais encore une fois, c'est la chimie entre les acteurs. Dans le fond, c'est Adrian Brody, Jason Schwartzman et Owen Wilson. Beaucoup de réguliers là, qui travaillent souvent avec notre ami Wes Anderson. Mais c'est encore un solide film. Puis le dernier acte me surprend au complet parce qu'il passe de surprise en surprise en surprise. Super bon aussi. Puis la cinématographie qui est spéciale, là, elle montre vraiment l'Inde. Mon Dieu Seigneur, que le décor fait partie des personnages. C'est ça qui est plaisant. Parce qu'au lieu d'être très très symétrique puis très pointilleux sur sa façon de filmer, il laisse plus l'image parler d'elle-même. Ouais. Et j'ai vu Tinker Tailor Soldier Spy hier. Avant-hier, jeudi. Film compliqué à se taper parce que c'est un film qui a été... nommé aussi. Oui, parce que c'est un film qui a été écrit par un dramaturge et co-scénarisé par un ancien espion des services secrets.
J'ai écouté ce film-là parce que j'avais lu un article comme de quoi des vrais espions à la retraite avaient considéré ce film-là comme le film le plus réaliste, qui représentait le mieux la vie d'un espion pour vrai. Parce que c'est pas tout le temps des explosions puis de l'action, là. C'est du jasage c'est- puis de l'intelligence. Exact, c'est jamais, en fait, de l'explosion puis de l'action. C'est Puis ça. puis du cruisage, puis des femmes. Exact. C'est le seul film qui est réaliste selon eux. C'est le film préféré des espions dans la vraie vie. Donc j'ai écouté ça. C'est beaucoup de discussions. Beaucoup d'acting par contre. Subtil. Une très bonne écriture. Super bon, mais c'est ça. Je comprends pourquoi il n'y a pas Qui joue pogné. là-dedans? Écoute, c'est probablement le meilleur échantillon de casting britannique des 20 dernières années. T'as Tom Hardy Ouais. en rôle secondaire. OK. Qui d'ailleurs, il a l'âge parfait pour faire un bon James Bond. Oui. Benedict Cumberbatch, Gary Oldman, Colin Firth. C'est riche, ça. T'as du stock, là. T'as beaucoup de stock. Mark Strong, aussi, qui est dans les Kingsmen, t'inquiète. Et j'ai vu... j'ai même pas le temps d'en parler, imagine-toi. J'ai vu Godfather hier. T'as vu Godfather? J'ai vu le parrain, j'avais jamais vu le pas parrain. vu. Bon. Et je l'ai pas trouvé parfait. J'ai trouvé qu'il y a des personnages qui étaient... mettons, des acteurs qui étaient pas des acteurs, là. Que ça jurait quand il actait à côté de Pacino, mettons. C'est pire dans les autres d'après. Ouais, j'imagine. Paraît-il. Mais il est très bon, là. J'ai trippé. là. Tu peux pas avoir Pacino. Non, c'est ça. Fait que j'ai trippé. J'ai enfin vu Godfather. Je voulais m'étirer plus là-dessus, mais finalement, on n'a pas le temps. Donc, hey! C'est ce qui met fin à notre show de cette semaine, les Geeks contre-attaque. Merci tout d'abord à la visite de Philippe Jacques, mesdames et messieurs. Salut tout le monde. Merci à Simon, bien entendu. Je l'adore. Je suis le roi lion, excusez. On n'est pas, ça prend juste Javier Bardem et Daniel Craig pour une tension sexuelle entre hommes. Hein? Et Mikey G à la mise en onde, bien sûr. Ben oui, merci. Et n'oubliez pas Merci. de remercier Charles Tisser. Et si t'es Latina, c'est Carrel 81, tout de suite après la pause. Yes. Hey, merci beaucoup d'avoir été nous autres. On se pogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.